Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre série préférée. On est très loin de Netflix, très loin d'Amazon Prime. On est tout simplement sur le top 5 des gauchistes de la semaine. Sixième numéro, ça vous plaît beaucoup, moi aussi. Alors, juste avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet avec un classement qui, cette semaine encore, est assez énorme, ben on peut se poser la question. Avec quelqu'un qui aurait pu être dans ce top, finalement, qu'est-ce qu'un gauchiste? Qu'est-ce que quelqu'un qui se revendique de l'idéologie de gauche? Eh bien, on va essayer d'avoir la réponse avec ce tweet de Marius Roux. Alors, qui est Marius Roux? Eh bien, on va le découvrir avec la fiche de son profil d'auteur sur le site Le Monde Moderne. Il a 26 ans, il est extra-européen, hein, c'est un juriste en droit humain qui observe la reconstruction de la gauche française qui s'est toujours construite selon lui autour d'idées, l'abolition de la peine de mort, les 35 heures, le mariage pour tous. Et il ajoute, il est nécessaire de concilier émancipation sociale, urgence écologique, justice fiscale et renouveau démocratique. Bref, vous avez tous les mots-clés qui vont bien. On se rend bien compte que Marius Roux, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la gauche. Eh bien, voici sa définition d'être de gauche et donc de se revendiquer de l'idéologie de gauche. Et donc, in fine, on en arrive au terme gauchiste. Être de gauche, selon lui, c'est défendre la régularisation des sans-papiers, l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et d'installation, l'accueil digne et inconditionnel des personnes exilées, simple, basique, conclut-il. Bon, c'est un inventaire complètement fou où là, finalement, plus aucune barrière, plus aucune limite. L'entièreté du tiers-monde peut venir se déverser sur la France. C'est une folie furieuse, mais c'est pour vous montrer un peu ce que c'est être un gauchiste. Et vous voyez qu'avec ce tweet, il aurait pu être dans le classement, hein. Pour aller plus loin sur la définition de cette idéologie de gauche, de ses ressorts profonds, psychologiques, politiques, idéologiques, j'ai fait plusieurs vidéos sur la question, je vais vous mettre les liens en description de cette vidéo bien entendu. En finir avec l'égalitarisme, pilier du gauchisme, qui était une conférence que je donnais il y a longtemps maintenant. Cette émission, population humaine, différences génétiques et controverses, puisque l'un des piliers du gauchisme, si ce n'est le pilier, c'est l'égalitarisme, un obscurantisme qui nie les différences biologiques entre les individus, entre les sexes et entre les populations. Autre pilier, c'est le ressentiment, j'en parle dans d'autres vidéos. Sur toujours cette question de l'égalitarisme, je parle aussi des différences de QI entre populations dans une vidéo dont je vous mets le lien en description. Alors, autre personne qui aurait pu être dans ce classement, il s'agit d'une personnalité du monde du showbiz, hein, puisque c'est Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz qui, sur BFM, a récemment dénoncé un manque de respect envers la civilisation kanak. Alors là, c'est quand même très costaud parce que la fameuse civilisation kanak qui est défendue par Mathieu Kassovitz, bah pas d'écriture, ok, architecture totalement inexistante, cannibalisme, suppression des vieillards. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez, hein. C'est quelque chose qu'on peut lire, par exemple, sur Wikipédia, qui reprend des sources ethnologiques, hein, là-dessus. On pratique également, comme dans d'autres cultures, donc là, vous voyez la volonté de relativiser, hein, la suppression des vieillards. OK. Le contrôle des naissances par infanticide. D'accord. Alors, je passe évidemment sur plein de détails, mais quand on parle de la civilisation kanak, bon, faut pas déconner non plus. Les Français qui sont arrivés sur ce territoire avaient atteint un degré de civilisation infiniment supérieur dans tous les domaines. Donc je propose qu'on arrête d'en faire trop sur cette civilisation kanak, même si Mathieu Kassovitz, évidemment, mais lui, il adore tout ce qui est peuple primitif, indigène. Ah, sauf quand il s'agit des peuples autochtones européens, où là, finalement, alors là, la civilisation française, européenne, oh là là, elle n'existe pas pour Kassovitz. Ou pire, elle est totalement néfaste. Alors que par contre, une civilisation où il y a le cannibalisme, la suppression des vieillards et les infanticides, là par contre c'est magnifique et il faut respecter. Bon bref, vous voyez que Mathieu Kassovitz, il aurait pu mériter sa place. Alors les amis, je vous propose qu'on rentre immédiatement dans le vif du sujet avec à la 5e place de ce top 5 des gauchistes de la semaine, Laura Jovigno, collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale d'un député du mouvement de Benoît Hamon, ça vous place un peu le personnage, bon. Et Laura Jovigno, elle est sur Twitter. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de tweeter, cette militante féministe? Eh bien, elle a décidé de nous partager une photo. Vous voyez des scouts qui sont pris en photo devant elle, hein. Elle les suit, on est à la gare Montparnasse. Des dizaines de scouts catholiques, écrit-elle sur Twitter, ont crié « Alléluia !», brandi des croix et chanté des cantiques dans toute la gare Montparnasse. Réaction d'agents RATP. Alors, ça veut dire qu'elle a été voir des agents de la RATP, hein, pour leur dire attention, vous voyez, ces dangereux enfants qui chantent des chants catholiques. Donc, la réaction d'agents de la RATP, on est tolérant aujourd'hui. Ça aurait été des musulmans, Darmanin serait déjà sur les lieux et ça serait en une de touche pas à mon poste. Alors, chère Laura Jovigno,
Comment te dire? Tu vis dans un pays qui s'appelle la France, qui a une histoire. Cette histoire, elle est particulière. Tu sais, c'est un petit peu comme les Kanaks. Ils ont eux aussi leur identité, leur culture. Bon, dans ce sens-là, tout d'un coup, c'est mieux. En fait, faut toujours réagir comme ça avec les gauchistes maintenant. Il faut leur parler des Kanaks. Et là, tout d'un coup, yeux grands ouverts, émerveillés, des étoiles dans les yeux. Et ensuite, dire qu'en fait, non, on parlait pas des Kanaks, on parlait des Français. Bref. Donc, la France a une histoire, une culture, et je ne suis pas catholique moi-même. D'accord? Mais il est évident pour quiconque s'intéresse un peu au sujet, c'est-à-dire, n'est pas un immonde gauchiste qui rejette absolument toute racine et l'histoire de France, mais la France, elle s'est faite en partie par la religion catholique qui a irrigué le pays de manière extrêmement importante pendant des siècles et des siècles. Et si j'avais été taquin, j'aurais fini avec un petit amen. Mais, je vais m'arrêter là parce que sinon Laura Jovigno, elle va s'évanouir. Donc, c'est pas illogique de voir encore, excuse-les, chère Laura, d'exister, mais il y a encore quelques catholiques dans ce pays. Et il peut même leur arriver de chanter, parce que oui, la religion catholique, c'est celle de la célébration de Dieu, etc. Et donc, oui, il y a des chants dans la liturgie catholique, dans cette culture autochtone, qui n'est pas kanak, mais qui est française. Alors, il y a plein de gens qui, normalement constitués, auraient plutôt été émus, en tout cas auraient réagi positivement à cette scène, qui rappelle quand même, vous savez, ça fait les films Les Choristes, ces petits films de la France d'avant que tous les Français aiment bien voir, qu'ils plébiscitent d'ailleurs au cinéma. Peut-être une image un peu d'Épinal d'ailleurs, peut-être pas forcément représentative de ce qu'est la jeunesse d'aujourd'hui, malheureusement à certains égards, heureusement peut-être à d'autres, j'en sais rien, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, je pense que moi, j'aurais assisté à cette scène, mais comme beaucoup de Français normaux, j'aurais été plutôt touché, voilà, ça m'aurait apparu comme quelque chose de sympathique. Bon, mais pour une gauchiste, évidemment, là, on est face au diable absolu, presque, hein, paradoxalement. En plus, nous dit-elle, ils ont crié Alléluia. Oh là là, on était à deux doigts du Allahu Akbar, quoi. La grosse différence avec les musulmans, Laura, puisque tu fais le lien dans ton tweet avec les musulmans, c'est que, déjà, premièrement, l'islam n'a rien à voir, strictement rien à voir avec l'histoire de France. Voilà. La France ne s'est pas constituée comme fille aînée du djihad. Bon, fille aînée de l'Église, plutôt. Même pire que ça. Alors ça, je sais que ça fait hérisser le poil l'égoïste, mais la France s'est construite pour partie en opposition à l'islam, parce qu'il y a eu des invasions, parce qu'il y a eu des rapines perpétrées par des arabo-musulmans qui se sont donc opposés aux Français. Et d'ailleurs, la civilisation européenne de manière générale, même si évidemment, là je grossis les traits parce que c'est un sujet qui est complexe, mais la civilisation européenne, notamment de par l'histoire espagnole, hein, s'est construite en opposition à l'islam. Donc c'est tout à fait logique qu'il apparaisse plus normal à des Français de voir une procession catholique qu'une procession musulmane. L'islam en France, c'est quelque chose qui est apparu dans les dernières décennies. C'est très récent par rapport à l'histoire séculaire de notre pays. Ensuite, évidemment, le parallèle Alléluia à la Akbar. Comment te dire, Laura? Enfin, c'est vraiment, on est obligé de parler aux gauchistes comme à des enfants. Hein. Chère Laura, il n'y a pas eu d'attentat dans les dernières décennies au cri d'Alléluia. Par contre, des attentats au cri d'Allahu Akbar, il y en a eu des dizaines. Bon. Donc à partir de là, mettre un signe égal, une équivalence entre Alléluia, Allahu Akbar, entre catholiques et musulmans, à tous les niveaux, c'est un syllogisme fallacieux, complètement erroné, mais qui représente parfaitement, par contre, ce qu'est le gauchisme au fond, c'est-à-dire l'égalitarisme, et donc on met un signe égal entre catholiques et musulmans, entre jeunes scouts et terroristes, parce que finalement, c'est la même chose, dans cette espèce de mélasse nauséabonde qu'est le cerveau d'un gauchiste. Alors le truc, et c'est aussi pour ça que je vous en parle, hein, c'est que ce tweet, il a été extrêmement vu. Plus de 2 millions de fois, ce qui est assez énorme. Hein. Et donc, elle a cherché un petit peu à se justifier. Elle a fait une série de tweets pour dire « oui, mais vraiment, c'était des vilains ». Et regardez l'une de ses justifications. Le drapeau devant la gare était bien celui-ci, qui n'est pas n'importe quel symbole catholique. Donc il s'agit du cœur sacré de Jésus, l'espoir et salut de la France. Bon. Ce n'est pas n'importe quel symbole catholique, mais celui arboré par les intégristes et nationalistes qui s'inspirent de Maurras et défilent pour Civitas, dissous l'an passé pour haine contre les musulmans, les juifs et les LGBT. Alors, le drapeau du Sacré-Cœur, comme le rappelle Pierre Sautarel, ce n'est pas un symbole intégriste. Alors évidemment, là encore, on retrouve l'aversion pour l'espoir. Alors en plus, là, c'est l'histoire des poilus que va nous conter Pierre Sautarel. Donc autant vous dire que des mâles blancs qui se sacrifient pour la patrie, les gauchistes, pour eux, c'est erreur 404, donc évidemment qu'ils ne veulent même pas envisager la chose. Mais comme le dit Pierre Sautarel, des milliers de poilus sont morts pour la France avec ce symbole fixé sur le cœur. Le cœur sacré, ça a été pendant longtemps un des symboles chéris par les Français. C'est devenu intégriste dans l'esprit des gauchistes, qui sont complètement matrixés par la haine de soi, par l'ethnomasochisme. Mais c'est un symbole français assez classique, mine de rien. Mais elle, ça suffit avec
le Alléluia, les chants, la procession, les scouts, des scouts, des petits gamins qui vont dans les bois crapahuter pendant un week-end, alors là, c'est l'horreur. Par contre, s'ils étaient devant Fortnite tout le week-end, là, pas de souci. Si en plus, il pouvait y avoir une prière islamique dans le salon, alors là, elle serait aux anges. Mais non, non, c'est juste la France, en fait. C'est juste la France. On sait que ça t'embête, Laura, mais désolé, on est encore là. À la 4e place de ce top 5, on a Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français. Oui, oui, ils existent encore. Bon, alors pourquoi est-il à cette place? Pourquoi est-il dans ce top? Eh bien parce qu'il était sur le plateau de CNews Europe 1 et il répondait à une question de Mathieu Bock-Côté qui mettait quand même en lumière ce double discours incroyable de la gauche à la Nouvelle-Calédonie, et vous allez voir que Fabien Roussel, sa réponse, elle est lunaire. André Chassaigne, qui est un nouveau député, qui a eu une formule forte à l'Assemblée disant il ne faut pas mettre en minorité les Kanaks sur leur terre historique. Vous avez entendu cette formule? Je l'avais en parallèle avec une formule de Marion Maréchal qui dit en France, il ne faut pas que le peuple historique français soit mis en minorité chez lui. Est-ce que c'est de quelle manière ces deux discours se répondent? Ça n'a rien à voir. J'essaie de comprendre parce que vous avez noté cette semaine cette comparaison de discours était présente. Oui, mais j'ai entendu et je la trouve vraiment scandaleuse. Ça n'a rien à voir. Laquelle des deux est scandaleuse? C'est faire le parallèle avec un grand remplacement en France. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, nous dit Fabien Roussel face à Mathieu Bock-Côté. Donc c'est complètement dingue comme réponse, puisque le double discours est évident hein, pour quiconque avec un minimum de bon sens ou d'honnêteté. Mais Fabien Roussel, lui, il ne voit pas. Alors, je vous ai pas mis la suite de son raisonnement, mais qui n'a pas de sens. Il parle du fait que c'est une puissance coloniale, la France, qui a envahi la Nouvelle-Calédonie, etc. Mais sur le fond, c'est exactement la même chose. Quand André Chassaigne, qui était d'ailleurs dans le top de la semaine dernière, nous parle de refuser la mise en minorité d'un peuple autochtone sur ses terres historiques. Je suis désolé, mais c'est exactement la même chose pour les Français, à moins bien sûr que les Français soient considérés comme des moins que rien par Fabien Roussel et par tous les gauchistes. Fabien Roussel qui souvent à droite bénéficie d'une image pas trop négative parce qu'il s'oppose à quelques folies de gauche. Au fond du fond, c'est un ennemi de la France, un ennemi de la raison, et il méritait bien pour ça la 4e place. Alors les amis, juste avant d'attaquer le podium, un petit retour sur vos votes, puisque comme vous le savez, chaque semaine, vous pouvez voter, ça se passe sur mon compte Instagram, pour votre podium à vous, à partir de mes 5 sélectionnés. Donc je vous mets le lien vers mon compte Instagram en description. C'est un vote qui a lieu en story quelques heures après la parution de la vidéo, voilà, pour que tout le monde ait le temps de bien la voir. Et donc, la semaine dernière, on avait pas mal de candidats de choc. J'avais mis sur mon podium en 3e position Jean-Luc Mélenchon, en 2e position, un choix qui a fait très polémique, Nicolas Dupont-Aignan, qui n'était évidemment pas un pur gauchiste, mais qui avait une déclaration très à gauche, qu'à mon avis, il était important de relever et de condamner et de moquer finalement. Et en 1re position, un duo avec Philippe Poutou et André Chassaigne du Parti communiste pour la déclaration qui a été l'objet du débat entre Mathieu Bock-Côté et Fabien Roussel. Donc j'avais Mélenchon 3e, Dupont-Aignan 2e, Poutou et Chassaigne 1er, et voici le résultat de vos votes. Les amis, la démocratie a parlé, et coup de tonnerre, puisque vous avez un podium qui est quand même assez différent du mien, même s'il y a quand même des choses qu'on retrouve, avec par exemple André Chassaigne et Philippe Poutou en 1re position, assez largement, il faut dire qu'ils avaient fait très fort. C'est peut-être pas fini d'ailleurs, on va peut-être les retrouver très rapidement, enfin on va peut-être en retrouver un. Mélenchon qui passe de la 3e à la 2e place, et alors là, Nicolas Dupont-Aignan, qui a bénéficié d'un soutien massif de la part des fans. Voilà, je pense qu'il a une grosse communauté, puisqu'il est arrivé directement hors du podium. Il a été éjecté tout en bas de ce top. Hein. Il a vraiment été sauvé par le public. Et donc, c'est le maire de Rouen qui est passé à la 3e place. Donc voilà, comme quoi le vote du public a été différent du mien, mais c'est intéressant d'avoir ça. On voit vraiment que Nicolas Dupont-Aignan, il avait des fans. Allez, on enchaîne avec le podium. Et à la 3e place, un habitué qui est là presque toutes les semaines, indéboulonnable, Jean-Luc Mélenchon. Mais en même temps, il faut dire que toutes les semaines, il nous sort des folies. Donc, j'ai pas le choix, hein, je suis bien obligé de faire avec ce qu'on me donne, et j'ai l'impression qu'il veut vraiment son titre, non pas de gauchiste de la semaine, mais de gauchiste de l'année, Jean-Luc Mélenchon. Il est bien parti, franchement. Hein. Alors, pourquoi ça? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, quelque chose que vous m'avez signalé à plusieurs reprises, et donc c'est vrai que je l'ai inclus dans cette espèce de pot pourri, c'est le moins qu'on puisse dire, de ces déclarations. Il y a ce qui s'est passé en Afrique. Il était en visite au Sénégal, et écoutez ce qu'il a été dire aux Sénégalais. Alors ça se passait bien, parce que évidemment, logiciel antiraciste, anticolonial, bon évidemment que là les Africains adoraient, mais, il y a quelque chose qui a été moyennement apprécié, c'est lorsqu'il s'est mis à parler d'homosexualité,
On va écouter, vous allez voir, les réactions dans le public sont très claires. Je suis le premier législateur français qui ait déposé un texte de loi à propos de la population, la possibilité du mariage homosexuel. Eh bien, peut-être qu'un jour vous-même vous voterez, et alors, votre décision... Mais j'entends, peut-être que non. Mais votre décision, mais vous ferez bien comme vous voulez, et moi aussi. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à la fin, il s'énerve. Il a oublié qu'il parlait à ses alliés. Là, il commence à s'énerver contre eux parce qu'il se voit conspuer. Ça lui arrive rarement, hein, donc du coup, il est normalement entouré de fanatiques. Mais là, il est obligé de voir qu'en face de lui, les gens sont pas très sympas. Donc ça l'énerve. Il reprend ses bonnes vieilles habitudes de gueuler sur tout le monde. Bon, et là où c'est incroyable, c'est que derrière, il se fait reprendre par son hôte sénégalais qui, diplomatiquement, mais quand même très fermement, lui répond vertement. Et on est dans une forme d'humiliation diplomatique. On l'écoute. On veut nous refuser ce droit, nous, sur les aspects où on est en désaccord, de légiférer ou de ne pas légiférer. Et c'est ça l'intolérance, justement. Et c'est ça que nous n'acceptons plus. Je vous remercie. Donc là, de manière assez claire, le Premier ministre sénégalais, il a quand même répondu avec virulence à Jean-Luc Mélenchon en lui disant « Eh oh, là, on ne supporte plus cette attitude finalement néocoloniale hein, qui est tant dénoncée par les gauchistes. » Et il lui a dit « Stop !» quoi. Voilà. Grosse humiliation publique quand même. Mais ce qui n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon, qui, en tant qu'homme de gauche, il est un peu soumis à tout ça. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter les remontrances de l'homme extra-européen, de l'homme africain, parce que c'est son fonds de commerce ici. Et donc on le voit qui est obligé de faire un peu bonne figure, alors qu'il vient de se faire envoyer paître, et il est obligé d'accepter un cadeau. Alors bon, ça c'est de l'art, c'est de la civilisation sénégalaise, là. Et voilà, il est obligé de faire bonne figure, mais honnêtement, c'est une claque qu'il vient de se prendre. Mais on n'en a pas fini avec Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il nous a encore parlé de l'Afrique. Il était en visite là-bas, donc c'est logique, hein, mais il en a fait des tonnes et des tonnes sur son compte Twitter. Et voilà la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qu'on va écouter d'abord et qu'on va commenter ensuite. Vous autres Africains, vous êtes fait voler le 18e et le 19e siècle par l'esclavage. Vous êtes fait voler le 19e et le 20e par la colonisation. Des propos qui sont très clairs, qui ont été doublés d'un tweet dans lequel il reprécise encore cette pensée. L'Afrique s'est fait voler 4 siècles à cause de l'esclavage et de la colonisation. Donc là, on est dans la logique de la gauche, égalitariste là encore. Il ne peut pas y avoir de différence entre les populations, parce que c'est impossible, c'est le mal absolu, on est contre le dogme de gauche. Donc, si les Africains sont moins développés dans certains domaines que les Européens, c'est forcément la faute d'un phénomène extérieur. Et là, en l'occurrence, un phénomène extérieur dû aux Européens. Voilà, c'est forcément nous, les vilains méchants dans l'histoire, même si, évidemment, alors, les gauchistes détestent la complexité, mais bien entendu, l'esclavage a commencé bien avant que les Européens n'arrivent, a continué bien ensuite, et d'ailleurs continue toujours aujourd'hui, puisque l'esclavage dans certains pays, comme le Mali par exemple, est une réalité contemporaine. Bon, mais ça c'est pas grave, c'est quand même la faute des Européens. La colonisation aussi, on n'en parle pas évidemment. Alors là, bon, j'en arrête là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a des peuples qui ont été colonisés, on peut penser par exemple à l'Indochine, le Vietnam. Bon, finalement, déjà, on s'entend bien avec eux, ils ont pardonné les choses qui ont pu être mal faites à l'époque, ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils posent problème? Est-ce qu'ils brûlent les voitures? Est-ce qu'ils réussissent moins bien que les Européens? Non. Donc bon, vous voyez bien qu'il y a plein de phénomènes extérieurs que ne veut pas aborder l'obscurantiste égalitariste qui est Jean-Luc Mélenchon. Et en plus de ça, son ethnomasochisme prend le dessus, et donc c'est forcément notre faute. Bref, donc ça, on est dans la logique victimaire qui infantilise les Africains, qui nie la réalité, qui nie la complexité de tous ces phénomènes qu'il est en train de dénoncer. C'est indigne. Ouais, c'est indigne, tout simplement. C'est de l'ethnomasochisme politique. Et en plus, il va en faire la promotion là-bas. Enfin, je veux dire, là, on est dans le gauchisme pur. Donc vraiment, il a sa place. Mais il ne s'est pas arrêté là, Jean-Luc Mélenchon. Car il a publié hier ce tweet. Vous ne pouvez pas gagner en France sans le peuple. Et le peuple veut la retraite à 60 ans, la fin du nucléaire dangereux et la fin du marché européen de l'énergie. Les insoumis ne trahiront pas le peuple. Ils tiendront bon sur tous les sujets, comme ils l'ont toujours fait. Alors, premier immense absent de cette volonté populaire, pourtant maintes fois exprimée à travers
tous les sondages d'opinion depuis des décennies ce que veut le peuple sur l'immigration. Là, tout d'un coup, Jean-Luc Mélenchon, il oublie l'intérêt du peuple, il oublie sa volonté. Œillère maximale, on se cache les yeux, on se bouche les oreilles, on fait comme si le peuple n'existait plus. C'est quand même bien pratique d'avoir le populisme sélectif. Comme ça, au moins, on est tranquille. Le peuple, on ne prend que ce qui nous intéresse dans ce qu'il veut, donc finalement, on s'en sort bien, et tout d'un coup, le peuple, ça voudrait dire qu'il est d'extrême gauche, quoi. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à dire ça à tous les gens de gauche, qui peuvent d'ailleurs, pour certains, regarder cette vidéo, bienvenue à vous. Si vous êtes vraiment à aimer le peuple, à le défendre, à vouloir appliquer politiquement ce qu'il souhaite, ce qu'il exprime, dans ce cas-là, vous devriez être contre l'immigration. Donc pour l'ensemble de son œuvre, je décerne une belle médaille de bronze à Jean-Luc Mélenchon. Alors en deuxième position, un choix qui va faire parler, un petit peu comme Nicolas Dupont-Aignan la semaine dernière. Je précise évidemment que non, Malika Sorel, puisque c'est elle que j'ai placée à la deuxième place de ce top 5 des gauchistes de la semaine. Non, Malika Sorel n'est pas une pure gauchiste, bien entendu. Mais elle a dans ses discours, et là c'est particulièrement le cas dans celui qu'on va voir ensemble, elle a quand même des éléments qui sont parfaitement représentatifs de ce qu'est l'idéologie de gauche, et je pense que c'est nécessaire de les pointer du doigt, parce que où on va, quoi. La numéro 2 sur la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes a un raisonnement gauchiste. Donc ça, je suis désolé, mais faut que ça soit dit. Donc, je vous propose qu'on écoute son intervention sur LCI, et ensuite, on la commente. C'est que Marine Le Pen est nous sommes en parfaite osmose sur la question qui est français, c'est-à-dire par l'esprit et par le cœur. Et si vous voulez parler de l'AFD, allez poser la question à Marion Maréchal, Reconquête, qui a dit que le projet de remigration de l'AFD, et ça se retrouve encore sur Internet, c'était récent, février 2024, le projet de remigration de l'immigration, contre lequel Marine Le Pen s'est toujours élevée, est celui d'Éric Zemmour. La remigration, ça veut dire quoi ? Moi, je vais vous dire, quand j'ai entendu certaines personnes parler de ce mouvement, j'étais assise dans une conférence il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais je rentre dans leur case, c'est-à-dire que même moi, ils vont me renvoyer. Je lance un appel aux médias. Faites attention, soyez bien avisés, parce que le traitement qui m'a été infligé depuis le début de mon engagement, il est regardé par d'autres enfants de l'immigration, parce que j'ai reçu beaucoup de messages me disant, regardez, là, vous vous engagez, vous avez un parcours, parce que mon parcours se retrouve, j'ai un parcours y compris académique, et on ne vous respecte pas. Et donc, à travers vous, c'est le fait qu'on ne veut pas nous reconnaître, on ne veut pas reconnaître qu'on puisse devenir français. Et donc, Marine Le Pen est claire sur ce sujet. Je suis en totale, et je le répète, osmose avec ce qu'elle porte pour la France et le peuple français. Alors là, pour ceux qui se demandaient un peu où je voulais en venir, je pense que vous avez compris, on a dans ce discours des éléments complètement hallucinants qui, objectivement, sont de gauche. Alors là, il n'y a aucun doute, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ce qui est vraiment incroyable, parce que elle sera numéro 2 de la liste RN de Jordan Bardella pour les élections européennes. Donc moi, j'ai fait un tweet là-dessus, je vais vous le lire. Le 9 juin, les électeurs RN qui glisseront un bulletin Jordan Bardella dans l'urne voteront pour une liste, et donc voteront pour Malika Sorel, pour qu'elle arrive au Parlement européen, alors qu'elle délire complètement sur le fait que la remigration prônée par Reconquête la concernerait. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus fou de sa déclaration, mais la remigration, c'est l'expulsion des criminels et des délinquants étrangers. Je ne crois pas que ça la concerne. C'est éventuellement la même chose pour ceux qui ont la double nationalité, avec déchéance de la nationalité française, pour les criminels, par exemple, qui ont commis des crimes, les délinquants aussi, pourquoi pas, notamment multirécidivistes. Moi, ça me paraît tout à fait normal. Et objectivement, c'est du bon sens. Mais là, Malika Sorel, le bon sens, elle connaît pas. Elle a l'impression que ça la concerne, elle. Mais ça va pas. Enfin, sauf à ce que ça soit une criminelle. Mais dans ce cas-là, j'en ai pas connaissance. Mais bon, c'est évidemment pas le cas, donc c'est du délire. Donc là, on est soit dans le mensonge, soit dans la bêtise. Enfin, c'est dramatique en tout cas. Puis en plus de dire que la remigration, donc l'expulsion des criminels et des délinquants étrangers, n'a rien à voir avec le programme de Marine Le Pen. Non, enfin, attends, faut se calmer là. Enfin, si c'est le cas, dans ce cas-là, plus une voix pour le RN, quoi. J'ose espérer qu'ils ont quand même conservé ce soupçon de radicalité. Deuxième élément de cette intervention qui est complètement dingue, c'est qu'elle nie la nature enracinée de notre identité. Puisque selon Malika Sorel, finalement, être français, c'est le devenir de cœur, d'esprit, etc., etc. Alors, oui, bien entendu, de manière marginale et à un certain niveau, l'assimilation est possible, bien entendu. Mais comme le disait le général de Gaulle, je ne vais pas vous refaire la citation à chaque fois, à condition que les Français non européens
reste une petite minorité, parce que nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de culture grecque et latine, helléno-chrétienne, etc., etc. Bon, vous connaissez l'arrestation du général de Gaulle. Mais si on enlève de cette définition l'aspect charnel de notre identité, c'est-à-dire le fait que nous appartenons à un ensemble bioculturel, à un ensemble civilisationnel européen avec une identité biologique, dans ce cas-là, on est sur un programme PS, en fait, où finalement tout le monde peut devenir français, quel que soit le nombre de personnes qui le deviennent. S'il y a 80% d'extra-européens qui deviennent français de cœur et d'esprit pour Malika Sorel, finalement, c'est pas un problème pour elle. Ça va pas. Moi, c'est un problème pour moi et pour beaucoup de monde. Donc, il y a un moment, il faut redire les choses quand même. Et puis enfin, elle lance un avertissement. Faites attention. A priori aux médias, mais on se pose un peu la question quand même quand on l'entend. Est-ce qu'elle ne s'adresse pas également aux Français autochtones, hein? Elle adresse un avertissement au nom des immigrés, au nom des enfants de l'immigration. Mais on délire ou quoi? Franchement, c'est un discours SOS Racisme. Un poil plus à droite qu'SOS Racisme peut-être, mais enfin, pas de beaucoup. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui est très grave et on doit en parler, parce que ça a quand même une importance. Voilà. Donc pour moi, sur ce point-là, mais sur pas mal d'autres choses, parce que j'ai vu quand même que Malika Sorel, elle enchaînait les déclarations du genre. J'ai l'impression que c'est une énorme erreur de casting. J'ose pas imaginer la tête des communicants du Rassemblement National, ils doivent être dépités, les pauvres, bref. Mais pour tout ça, je pense que la deuxième place paraîtra sévère à certains, mais pour moi, elle est totalement logique. Voilà. Donc, deuxième place, et franchement, j'ai un peu hésité à pas la mettre en première, d'ailleurs. Et justement, on va s'intéresser à la première place, mais juste avant, je voulais vous parler d'un partenaire Sunrise, Idéoshock. Idéoshock est un projet que j'apprécie particulièrement. Voilà, c'est pas un partenariat commercial où vous savez, on vend un truc, ça c'est les influenceurs classiques. Il n'y a pas de ça ici. Je vous parle d'un projet qui est vraiment génial. Donc, Idéoshock, le principe, c'est simple. Vous avez des grands classiques philosophiques, historiques, de la culture livresque française, européenne, etc. Et ces livres, ils sont nombreux, denses, touffus, et parfois très longs. Et on n'a pas un temps infini à consacrer à tout ça. Et donc, Idéoshock se propose de condenser ces ouvrages avec un résumé qui est vraiment un condensé, pas une simple fiche de lecture, mais vraiment un travail intellectuel de premier plan. Et donc ce condensé, on peut l'écouter au format podcast ou le lire au format texte. Il y a les deux qui sont possibles. Moi, personnellement, je préfère le format texte, mais pour ceux qui font leur footing, leur cuisine, etc., le format podcast est parfait. Et donc, on a un condensé qui est quand même assez dense lui aussi, hein, c'est pas une demi-page, hein, au contraire, c'est quand même assez costaud, d'ouvrages de référence comme ça, qu'il faut avoir lu. Et même pour ceux qui ont déjà lu les ouvrages en question. Moi, par exemple, il y a des ouvrages que j'avais déjà lus, j'ai relu ces fameux condensés, c'est comme ça que je les appelle, d'Idéoshock, et bien finalement, ça m'a remis dans le bain, ça m'a redonné des éléments essentiels, et avec en plus une analyse vraiment précieuse. Et donc, vous avez de très nombreux ouvrages qui sont déjà disponibles sur cette plateforme, avec des sorties régulières toutes les semaines. Par exemple, on a eu cette semaine la sortie de l'analyse du condensé, si on veut, de Sparte par Nicolas Richer. Et puis on a également Considération sur la France par Joseph de Maistre. Donc là, vous avez quand même deux belles sorties en quelques jours qui vous montrent le dynamisme d'Idéoshock. Donc vraiment, je vous invite à consulter le site. Vous avez bien entendu le petit code promo Sunrise qui vous permet de rejoindre la plateforme avec une réduction. Je peux vous assurer, pour utiliser régulièrement la plateforme, que vraiment, c'est du très très bon boulot. Donc je suis très content de pouvoir compter sur ce partenaire et je vous invite à tester. Et pour la première place, les amis, on a un trio qui s'est exprimé à propos de la Nouvelle-Calédonie. Là, la gauche, vraiment, elle a pété un plomb sur tout ça. Alors on va découvrir le premier membre de ce trio, et galanterie oblige, eh bien c'est Clémentine Autain, qui commence. Alors, Clémentine Autain s'exprimait aujourd'hui sur Twitter à propos de la mort d'un néo-calédonien de 48 ans tué par un policier. Donc voilà son tweet. Un homme de 48 ans aurait été tué par un policier. Voilà où conduisent les relents néocoloniaux en Nouvelle-Calédonie. Source de tension maximale. Et l'impunité au sommet de l'État en matière de violence policière. Le drame. Voilà pour le tweet de Clémentine Autain. Découvrons celui de Thomas Porte, autre membre de ce trio. En Nouvelle-Calédonie, un homme de 48 ans aurait été abattu par un policier, symbole d'un pouvoir violent qui se comporte comme aux pires heures de l'histoire coloniale de la France. Non mais c'est dingue. Franchement, mais ils sont malades, hein. Ce sont des malades, vraiment, hein. Donc qui se comporte comme aux pires heures de l'histoire coloniale de la France, tout en laissant prospérer les violences policières. Macron est un incendiaire qui menace la paix. Moi, je pense que là, on peut que se foutre de leur gueule. Les types sont tarés, vraiment. Alors, bon, commençons par le commencement. Déjà, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a un homme qui a été tué par un policier qui a été pris à partie physiquement, selon les premiers éléments à disposition. Alors qu'il circulait à Doumbéa, au nord de Nouméa, deux policiers ont été pris à partie physiquement par un groupe d'une quinzaine d'individus. Et l'un d'eux a fait usage de son arme, a expliqué le procureur. Si tout s'est bien passé comme ça,
priori, ce sont les déclarations du procureur, donc il raconte pas n'importe quoi. On est dans quelque chose qui s'apparente à de la légitime défense, surtout quand on connaît le contexte d'émeutes, de guerre civile et de haine anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Mais là où c'est fou, c'est que la France insoumise, avec Clémentine Autain et Thomas Porte, eh bien, ils ont décidé de faire porter la responsabilité de tout ça à la fois sur le policier et sur Macron. Alors, je vais pas me faire le défenseur de Macron, hein, ça serait quand même costaud de ma part, mais enfin, on est dans la folie furieuse. Les premiers responsables de ce climat de tension, ce ne sont pas les policiers, les gendarmes ou Emmanuel Macron. Ce sont les émeutiers. Ce sont les gens qui brûlent, qui pillent, qui cassent, qui agressent et qui mènent parfois des actions anti-blanches. Enfin, ce sont eux les premiers responsables. Il n'y a pas eu besoin d'action de la police ou de Macron pour que ces émeutes, ces pillages aient lieu. C'est du délire total de la part des gauchistes. On retrouve là encore cet amour de l'émeute, cet amour du chaos qu'on avait déjà vu au moment de Naël, qu'on avait vu au moment des émeutes de la Courneuve, et qu'on avait vu de manière encore plus immonde. C'est peut-être un peu différent comme secteur, mais en fait, au fond, c'est la même chose qu'on avait vu au moment du 7 octobre en Israël. Je veux dire, l'inversion accusatoire, elle est dingue. Les types ne sont pas capables de pointer du doigt la violence des émeutiers, et au contraire, ils vont parler de la fierté du peuple kanak, du droit des peuples autochtones à rester majoritaires sur leurs terres, etc. Mais c'est de la folie, bordel. Et là, par contre, les policiers, il y a des violences policières en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la cause des émeutes, c'est ça la cause des violences, et c'est pour ça que là, finalement, on a l'impression, en les lisant, que l'homme de 48 ans, il a été tué de sang-froid dans la rue, quoi. Bon, c'est incroyable. Et Macron est un incendiaire qui menace la paix, mais comment peut-on dire ça? Je suis pas un défenseur de Macron, hein. Mais, enfin, c'est du délire pur. Alors, toujours sur la Nouvelle-Calédonie, on va pouvoir faire la rencontre de notre troisième membre de ce trio. Il s'agit de Philippe Poutou, qui était déjà à la première place la semaine dernière. Alors on va me dire, ouais mais Philippe Poutou c'est triché, on est dans le gauchisme ultra radical, la giga gauche quoi. Bon, c'est pas faux, mais en même temps, bon voilà, regardez ça quand même. Aucune illusion suite à la visite de Macron à Nouméa. Il se moque profondément du peuple kanak, comme des opprimés en général. S'ajoute ici la domination coloniale et raciste. Ce mépris du dominant devient haine de classe quand la colère éclate. L'issue est bien dans la révolte. Cette semaine encore, Philippe Poutou, légitime, encourage les émeutes, les pillages, les saccages, la guerre civile ethnique. J'ai pas d'autres mots, c'est absolument incroyable. C'est quelque chose qui là normalement devrait tomber sous le coup de la loi. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas un procureur, je sais pas quoi, qui peut. Alors là, quand il faut aller dissoudre une association patriote, ou alors pour mettre en garde à vue un type qui a collé une affiche pour Thomas tué à Crépol, là, par contre, pas de souci. L'État, il est impitoyable. Mais là, si Marine Le Pen avait dit le 10e de ça, si Éric Zemmour avait dit le 10e de ça, bah, c'était les cris d'orfraie partout, dans les médias, le procureur se serait saisi, enfin voilà, il y aurait eu un truc, quoi. Là, il n'y a rien. L'issue est bien dans la révolte. Et regardez ce tweet de Philippe Poutou. Journée de la flamme à Bordeaux. Il y a bien des flammes qu'on préfère comme un signal des révoltes qui sont là et d'autres qui viendront avec l'image d'un cocktail Molotov. Voilà, donc lui, à la flamme olympique, il préfère le cocktail Molotov. Mais dans quel monde on vit? Franchement, ce type-là, il y a un moment, il passe devant un tribunal et s'il continue, il finit en prison. C'est un appel à la révolte, c'est un appel à l'émeute, c'est un appel à la révolution violente, c'est l'encouragement aux Kanaks à s'exprimer de la manière la plus violente qui soit, en légitimant leur combat et en encourageant ces gens-là à agir par la violence. C'est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots, voilà. Donc je suis désolé, je suis obligé de le remettre à la première place avec ses copains qui sont là, finalement, dire si y a des violences en Nouvelle-Calédonie, c'est la faute des policiers, c'est la faute de Macron. Mais le bordel dans leur tête, franchement, Clémentine Autain, Thomas Porte, Philippe Poutou, mais c'est un asile, la gauche, en fait. C'est un asile psychiatrique. Voilà, sur cette description de ce qu'est la gauche, j'en ai fini pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci 1000 fois à tous ceux qui me soutiennent financièrement dans mon combat, parce que c'est très important pour moi, pour finalement nos idées, parce que j'essaie de les mener de la manière la plus humaniste, la plus bonne ambiance qui soit, mais toujours quand même radicalement. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir financièrement. Vous avez en contrepartie de votre soutien sur la page Tipeee, dont vous avez le lien en description, vous avez accès à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, comme par exemple là, les derniers débats que j'avais commentés en direct. Vous avez la rediff en exclusivité
là-dessus, mais vous avez plein d'autres choses. Vous avez des émissions privées, vous avez des FAQ abonnés, etc., etc. Et puis, vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel. Tout ça, c'est en description. Merci d'avance, les amis, et à bientôt.